Le week-end pascal démarre ce jour dans une ambiance peu commune. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande édition d'information de ce 10 avril 2020 sur Ezare TV. Les titres. La célébration de la Pâque sera spéciale cette année en raison des mesures prises pour la prévention de la propagation du Covid-19. Quelques précisions dans un instant. Les membres FCBE proches du secrétaire national Paul Hunkwe ont proclamé la fin de la crise au sein de cette formation politique depuis que le masque est tombé. Un extrait de la déclaration de Rufin Orou mentionnons dans cette édition. Les Africains doivent anticiper les conséquences économiques du Covid-19 et en faire une opportunité selon le professeur Sylvain Bocon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Bénin enregistre 9 nouveaux cas de personnes infectées au Covid-19. Il passe ainsi à 35 cas, dont 32 venus de l'étranger et 3 autochtones selon le site officiel du gouvernement béninois. Une information qui conforte la tendance à la hausse et le renforcement des mesures de prévention. Dans ce cas, l'hôpital de zone Aladato-Fosé abritera très bientôt un nouveau centre d'isolement. Dans le cadre de ces mesures, les ministres Benjamin Hunkwati de la Santé et Romia Wadagne de l'Économie et des Finances ont réceptionné ce jour, vendredi 10 avril 2020, à l'aéroport international Bernardin Canty de Cotonou d'importants lots de masques de protection et de matériels médicaux. Selon le ministre Hunkwati, il s'agit du premier lot de matériels médicaux réceptionné dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, composé de 5 millions de masques faciaux et de 30 millions de commandes des visières, de respirateurs, des gants, des équipements de protection individuelle et des médicaments destinés à la prise en charge des cas déclarés positifs à la COVID-19. La preuve que le gouvernement béninois met tout en œuvre pour contenir la propagation de la pandémie et assurer une prise en charge adaptée des malades du COVID-19. À l'occasion de cette réception, le ministre de la Santé a assuré le peuple béninois de ce que tout le dispositif pensé par le gouvernement du président Patrice Talon est complètement achalandé pour faire face à la COVID-19 de façon efficiente. Pour preuve, la répétition des réceptions des commandes depuis quelques jours. Il a alors appelé la population à accompagner les efforts du gouvernement par le respect strict des prescriptions qui ont été faites afin de contribuer par ce sens de responsabilité et de civisme à la réussite de la lutte contre la propagation du coronavirus dans notre pays. Toujours dans le cadre de la réponse à la pandémie du coronavirus, l'État béninois a mis à la disposition des officines des masques de protection subventionnés à livrer au public au prix de 200 francs CFA. Un tarif qui s'impose à tous et expose toute personne qui s'y soustrait à des peines d'emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans. Ceci est une autre mesure prise par le gouvernement béninois pour protéger la population contre la pandémie. Le Covid-19 sévit avec des conséquences pour tous les secteurs d'activité. L'économie mondiale est bouleversée. Le Bénin et l'Afrique de l'Ouest subissent les affres de cette récession, mais l'hécatombe annoncée sur la toile est évitable pour toute l'Afrique de l'Ouest si les populations prennent conscience de leurs responsabilités individuelles et collectives. C'est le point de vue que défend le professeur Sylvain Bocon dans cet entretien accordé à notre rédaction. La première chose, c'est d'éviter la panique à cause de cette maladie. Nous avons la chance que le virus étant arrivé et n'est pas un virus qui est nécessairement meurtrier. C'est-à-dire, ça peut même s'éviter. Il y a des responsabilités au niveau de chacun de nous et ceci même au niveau des entreprises. Normalement, à la date d'aujourd'hui, dans toutes les entreprises sur le territoire béninois et la sous-région, on doit avoir un système de lavage des mains devant qui permet quand même que ce soit un système de lavage, que ce soit un système de gel hydroalcoolique, tout ce que vous voulez, pour que la maladie ne se propage pas. Parce que ce qu'on dit, l'effondrement de l'économie va voir le jour lorsque les gens qui auront contracté la maladie ne pourront pas travailler. Mais si on arrive effectivement à faire barrage à cette maladie qui est là, d'accord, mais on fait barrage à de la contamination, etc.
Mais ça veut dire que les gens vont continuer à travailler. On n'a pas besoin de penser déjà à l'effondrement de quoi que ce soit. Donc, la responsabilité au niveau individuel, vous avez vu en venant chez moi, vous entrez dans ma maison, vous devez vous laver la main. Parce que le système de lavage des mains est là. Chaque entreprise devait avoir ça, mais ce n'est pas le cas. Il faut la prise de responsabilité. Il n'y a pas de petites entreprises. Même la coiffeuse, même le mécanicien, à ne pas parler des grandes entreprises comme les banques, etc. etc. Tout le monde doit normalement faire face ensemble et prendre les mesures très simples, comme le lavage des mains. Nous devons utiliser donc cette chance pour réduire la dépendance de l'Afrique, de l'extérieur, par rapport à des décisions que nous pouvons, des mesures que nous pouvons prendre chez nous, sans attendre à ce que des équipements, n'est-ce pas, des médicaments, etc., viennent de l'extérieur. Moi, je vois qu'il y a des choses très spécifiques. Au lieu de parler d'aide au développement un peu dispersée, etc., que s'il y a des fonds qui vont venir de l'extérieur, que ce soit géré, pour maintenir et renforcer la capacité des infrastructures de la santé de notre continent, de renforcer, n'est-ce pas, les activités de la jeunesse. Le Covid-19, comme toutes les pandémies et épidémies, ne saurait subsister éternellement. Dans l'optique d'une bonne reprise, le professeur Sylvain Bokor invite les États ouest-africains à orienter autrement l'aide internationale pour se préparer à une bonne riposte, quels que soient les enjeux. Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il ne faut pas que l'on se donne à une panique qui n'est pas du tout nécessaire. Il faut savoir qu'en Afrique, on a quand même l'habitude de gérer des cas d'infection grave. Il n'y a pas longtemps, l'Afrique de l'Ouest a géré quand même l'Ebola. Et c'est vrai que cela avait fait des victimes, mais on a pu quand même gérer et sortir de la situation. Et donc, je pense que ceci, surtout avec le tableau que je viens de dresser, parce qu'ailleurs, vous avez des milliers et des dizaines de milliers de cas de décès et des centaines de milliers de cas d'infection. Nous n'en sommes pas encore là. Et nous prions Dieu que nous ne soyons pas là. Et je pense que au lieu de parler de l'effondrement des gouvernements à ce stade, on va plutôt parler de comment renforcer, n'est-ce pas, la capacité de nos institutions publiques et dans beaucoup de cas, les institutions privées qui sont concernées aussi, à pouvoir faire face à ce fléau, à cette pandémie, et ne pas s'adonner à de la panique, de la psychose, mais plutôt faire face à travers les mesures de responsabilité que chacun de nous devra prendre à son niveau. D'abord, donc, ce n'est pas les États africains qui ont amené le Covid-19, ce n'est pas les Africains, ce n'est pas créé par quoi que ce soit, mais c'est tout le monde entier, comme vous avez vu, qui fait face à ce fléau. Et pourquoi est-ce que les États de l'Afrique subsaharienne vont s'effondrer pendant que les autres États restent en place? Ça n'a pas de sens. Donc moi, je pense que non, je suis foncièrement contre cette ligne d'idée. Plutôt, regardons ensemble comment est-ce que nous allons prendre les mesures au niveau de chaque personne, au niveau de la communauté, avec le renforcement des capacités des structures et des infrastructures qui sont en place pour pouvoir faire face à ce fléau. Je pense que c'est dans cet ordre d'idée qu'on pourra vaincre cette maladie appelée le Covid-19. Ouvrons la page politique de cette édition avec la crise des FCBE. Le jeu de ping-pong se poursuit au sein de la force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Après la démission du président d'honneur Thomas Aboni Yahi dimanche dernier, suivi d'une sortie médiatique d'autres membres démissionnaires, 4 jours plus tard,
Le bureau politique a, au cours d'un point de presse, apporté cet après-midi des clarifications dans cette crise qui secoue le parti depuis quelques mois. Ses membres déclarent avoir identifié les supposés instigateurs de la discorde. Plus de précisions avec Rufin Oru Nansounon, coordonnateur de la deuxième circonscription électorale, au micro de Seton de Larios à Diagbenon. Quand le vent souffle, on voit l'anus du poulet. Les masques sont enfin tombés. En effet, suite à la démission Facebook douloureuse et inacceptable du président d'honneur de notre parti, FCBE, nous avons tous été surpris et bouleversés. Beaucoup de nos compatriotes l'ont été aussi. Ces derniers ont vivement exprimé leur stupéfaction et leur désarroi quant aux raisons et à l'opportunité d'une telle décision qui intervient juste après l'obtention du récépissé définitif autorisant le parti à prendre part aux élections communales et municipales du 17 mai 2020. Mais la sortie instantanée de certains de nos camarades le mercredi 8 avril 2020 a tout clarifié. Le peuple béninois et les militants FCBE connaissent désormais les acteurs de l'ombre, ceux qui ont poussé le président d'honneur à cette extrémité. Les auteurs des fameux rapports adressés au président d'honneur sont maintenant connus. Nous connaissons tous, depuis le mercredi dernier, leur nombre et leur visage. Ils sont 6 et se disent frustrés par leur positionnement sur la liste des candidats aux élections communales. Peuple béninois, militantes et militants du parti FCBE, voilà ceux à cause de qui le président d'honneur décide de vous abandonner après 17 ans de fidélité et de loyauté. C'est vraiment dommage. Nous avons enfin compris que nous n'étions pas tous des militants FCBE, enfants de Yahi Boni, car en réalité, les vrais et légitimes enfants de notre papa sont bien précis et comptés. Nous qui sommes prêts à aller aux élections communales prochaines, y compris tous les militants à la base, nous ne sommes rien face à ces quelques individus qui sont soit pas sur la liste, soit ne sont pas positionnés à la place qu'ils convoitaient. Ce sont ceux-là qui sont les vrais enfants de papa, les seuls dignes fils de papa pouvant représenter la FCBE. Nous avons enfin compris que nous travaillions pour le bien-être de quelques privilégiés de la famille. Nous avons eu la chance de découvrir les privilégiés se prononcer face à la presse sur les positionnements faits par les militants au niveau de leurs arrondissements. Ils ont également retenu l'attention à travers quelques fioritures sur lesquelles nous n'allons pas nous attarder à cette occasion. Cependant, le bureau politique a exposé les raisons des différends actuels au sein de la famille Kori. Pour montrer au peuple béninois que le camp Nkwe est le troisième pôle de talent, nos camarades n'ont pas manqué de cynisme pour dire au président d'honneur et au peuple que nous avons rejeté la caution donnée par le président d'honneur du parti Boni Yahi. Comment pouvons-nous refuser une contribution financière face à un budget de plus de 2 milliards de francs CFA, qui plus est, vient de notre président d'honneur? Nous pensons que nos camarades démissionnaires ont trouvé là la petite pièce qui manquait pour corroborer leur plan de départ, qui est de tout faire pour empêcher le parti de prendre part aux élections communales. Mesdames et messieurs, chers journalistes, nous le savions comme tout le monde
que nos camarades ont adopté pour le boycott de toutes les élections à venir après la mascarade d'avril 2019. Ils l'ont dit haut et fort à plusieurs reprises dans les discours officiels et dans tous les réseaux sociaux que participer aux élections communales de mai 2020, c'est valider et légitimer le Parlement de sang. Fin de citation. C'est ce serment que nous, forces réformistes au sein du parti FCBE, avons refusé de respecter et qui a fait de nous les traîtres de la maison. Nos camarades l'ont dit lors du processus de réconciliation et l'ont encore répété dans leur déclaration de démission. Selon eux, participer aux élections communales de mai 2020, c'est aider le président Talon à crédibiliser son régime aussi bien au plan national qu'international. Dans cette posture, nos camarades ne proposent aucune solution pour mettre fin à la dérive démocratique. Ainsi se résume la vraie raison du différend qui nous oppose depuis des mois. Contrairement à eux, nous pensons que la seule et l'unique solution démocratiquement valable est la participation de notre parti aux élections communales et municipales, seul gage de notre présence à l'élection présidentielle de 2021. C'est un optimisme réaliste pour lequel tout militant doit croire et travailler à sa réalisation. Contrairement à nos amis qui se targuent d'une majorité virtuelle et abstraite qui en réalité n'est composée que d'une vingtaine de membres du bureau national, nous sommes des représentants légaux du parti auprès des militants et de la République, soutenus par la grande majorité des 77 membres du bureau national, la quasi-totalité des candidats positionnés sur la liste, à l'exception de quelques démissionnaires déclarés à ce jour, et par la très grande majorité des militants à la base. Au nom de cette grande majorité constituée de plusieurs millions de militants et sympathisants, nous prenons acte de la démission de ces quelques membres du bureau national qui ne remet pas en cause ni le fonctionnement du parti, ni la participation du parti aux élections communales. Espérant que le président Thomas Boni-Yayi revienne sur sa démission, le bureau politique dirigé par Paul Roumpé interdit aux désormais anciens membres de la FCBE toute utilisation des attributs du parti. Ceux qui pensaient prendre en otage nos vaillants et vaillantes militants pour assouvir leurs vilains et égoïstes desseins ont échoué lamentablement. Nous les mettons en garde contre tout acte allant dans le sens de la démobilisation et de l'utilisation des attributs du parti sous quelque forme que ce soit, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Le parti FCBE est un parti créé et enregistré sous la nouvelle charte des partis politiques en vigueur en République du Bénin. De ce fait, il appartient à 1153 membres fondateurs qui ont tous les mêmes droits et les mêmes devoirs. Nul ne peut se prévaloir d'un quelconque titre de propriété. Les nostalgiques de l'ancien système partisan doivent comprendre que les choses ont changé et doivent s'adapter aux réalités du moment, sinon ils disparaîtront. Dans ce cadre, le militantisme basé sur le favoritisme, le népotisme, le clientélisme, le prochétisme, pour qualifier ceux qui se disent proches du président Boni-Yayi, doivent céder la place au vrai militantisme basé sur un leadership individuel et collectif, afin d'éviter à notre parti de se transformer en un cycle où défilent des luttes stupides fondées sur des intérêts personnels, égoïstes, voire machiavéliques. Point besoin de répondre à l'ignorance de certains camarades omnibulés
par des pensées communistes qui continuent de croire que le récépissé d'existence de notre parti leur est dû. À ceux-là, l'occasion leur est maintenant donnée d'aller réclamer leur dû au ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Mesdames et messieurs, amis de la presse, la crise qui a secoué notre parti vient de connaître son épilogue. Les instigateurs viennent de jeter l'éponge en démissionnant eux-mêmes du parti. C'est le moment plus que jamais de montrer de quoi nous sommes capables pour donner une bonne raison à notre cher papa Boni Yayi de nous faire davantage confiance et de revenir à la maison. Restons en politique pour annoncer que les élections communales auront bel et bien lieu le 17 mai prochain au Bénin. C'est du moins la décision issue de la rencontre en vidéoconférence entre les institutions de la République impliquées dans cette organisation. Mais elles seront organisées de façon à ne pas exposer les votants à cette affection. Religion à présent, nous sommes aujourd'hui le 10 avril 2020, le vendredi saint, jour de la Passion du Christ, un événement central de la foi chrétienne et du catholicisme. La pandémie du Covid-19 a tout bouleversé. Entre la fermeture des portes des églises ou la célébration des cultes en nombre restreint, les chrétiens vivent une période pascale particulière. C'est du jamais vu dans l'histoire du christianisme, témoigne le père Nathael Yaovi Souédé, aumônier national des cadres et personnalités politiques du Bénin. Il y a eu des événements, mais une situation, une pandémie comme celle-ci, qui a fait interrompre la vie partout, sur tous les continents, on n'en a jamais connu. La grande peste qu'on appelle la peste du XIVe siècle, qui a duré de 1347 à 1352, durant 5 ans, a emporté le tiers de la population de l'Europe. Vous voyez ce que ça fait? En 5 ans, le tiers de la population de l'Europe est passé. Vous imaginez qu'en ce moment également, on n'a pas pu célébrer dans les églises comme nous le voyons maintenant, mais c'était une peste ciblée surtout sur l'Europe, ciblée fortement sur l'Europe. Elle aurait eu lieu aussi en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne, c'est possible, mais le grand désastre, c'était surtout en Europe pendant 5 ans. On a connu ça. Mais aujourd'hui, à l'époque contemporaine, on n'a pas connu encore une telle situation. Que partout, dans toutes les églises, et surtout juste au moment de Pâques, que cet événement arrive, alors que Pâques est le grand moment de la célébration de notre foi. C'est une grande épreuve. Mais l'épreuve pour l'Église, ce n'est pas seulement que les célébrations soient interrompues, c'est la souffrance des hommes. L'Église qui voit les hommes souffrir, mourir, être contaminés par une maladie, de façon si brutale. C'est d'abord là la souffrance de l'Église. Et dites-vous, et c'est certain, que l'Église plus fortement et vit douloureusement, plus intensément la passion du Christ, parce que ce que le Christ a ressenti dans son corps, oui, elle le ressent, voyant les gens souffrir, les gens démunis. Les églises sont fermées, c'est vrai, les églises sont vides, mais le message est fort, très fort. Le Christ, qu'est-ce qu'il a connu? Quand il est venu dans le monde, et quand il a livré sa vie pour nous sauver, les gens l'ont abandonné, on a fui. Il était tout seul, tout seul. Oui, on dirait que là aussi, il avait le vide, comme dans les églises. Et la passion du Christ, ou la souffrance du Christ, qui est celle de l'église, c'est lorsque l'on laisse les gens seuls, abandonnés à eux-mêmes, sans secours, sans soutien. Le message fort, je crois, nous devons arriver à découvrir que le Christ veut nous parler. Aujourd'hui, où nous sommes dans un monde si développé, où il y a beaucoup de richesses, des nations fortes, des États forts, des dirigeants puissants dans le monde, dans les grandes nations, également chez nous en Afrique, des hommes riches, si puissants, et des gens de toutes conditions, si puissants, mais que de gens abandonnés à eux-mêmes, que de milieux laissés vides, parce que n'étant pas soutenus, parce que n'accueillant pas des gens qui peuvent être les témoins de l'amour et de la justice, que des gens se sentent seuls, souffrant, abandonnés, laissés à eux-mêmes. Voilà le message pour ce temps pascal. Pour rester en communion avec le Christ et revivre sa passion, le Père Nathael Souédé adresse quelques recommandations aux fidèles catholiques privés de la célébration du Triduum pascal en communauté. D'abord, pour les personnes qui pourraient des radios ou des télévisions suivre la célébration de la passion du Christ, l'Église demande, bien sûr, de leur chambre, de leur lieu où se retrouvent, de suivre en direct la célébration
de la Passion de Christ ou le chemin de croix lorsqu'il est célébré. Mais il est certain que nous ne pourrons pas constituer la foule, marcher à travers les rues ou sur les cours des paroisses, rassembler même les passants qui viennent nombreux pour que nous demandions pardon à Dieu, c'est vrai. Mais l'Église nous demande de rester calme, patient et de savoir que Dieu n'apparaît pas, ne se fait pas voir, manifester quand il y a la gloire, quand il y a du bruit. C'est dans la brise, le silence, le Dieu humble et effacé qu'est le Christ. Oui, ce Dieu se manifeste quand il y a l'humilité, quand il y a la faiblesse, quand il y a le silence. Le Dieu nous demande alors, dans nos maisons, dans notre cœur, dans nos bureaux, de prendre le temps de prier le chemin de croix, de lire la parole de Dieu, de la méditer. Aujourd'hui, à l'heure habituelle, où nous avons le chemin de croix, ou à une autre heure convenable, selon nos disponibilités ou les horaires de nos travaux. Et je crois de ce point de vue que tous les chrétiens sachent que le chemin de croix n'est pas supprimé, n'existe pas, n'aura pas lieu parce que les églises sont fermées. Non, l'Église leur demande de savoir que notre Dieu veut que ce soit dans le cœur, le sanctuaire intérieur, la chapelle intérieure, que nous le célébrions. Alors, prenez le temps aujourd'hui de faire le chemin de croix chez vous. Si vous pouvez vous déplacer, ne pouvez pas vous déplacer, restez assis, ou debout, ou à genoux, et prenez les stations. Si vous ne savez pas lire, rappelez-vous au moins les stations qui, pour vous, sont essentielles, et priez avec ces stations. Si vous ne pouvez pas non plus, il y a la prière du pauvre que Dieu aime, réciter le chapelet, ou alors, plus fortement encore, le rosaire, en communiant vraiment à l'Église, dont le pasteur suprême, le pape nous disait hier, d'insister sur le pardon pour demander pardon à Dieu. Voici pour finir une compilation de l'actualité au Nigeria, en Centrafrique et en Afrique du Sud pour mettre un thème à cette édition. La Banque africaine de développement a annoncé jeudi 9 avril la création d'un fonds de 10 milliards de dollars pour aider le continent à faire face au coronavirus. Et ce, alors même que son président Akinwumi Adesina est confronté à des accusations internes de népotisme. Des salariés lui reprochent des traitements de faveur accordés à des compatriotes nigériens, des nominations à des postes importants qui n'auraient pas suivi les règles de recrutement. Je suis fier d'être président de la Banque africaine de développement. Ces accusations ne sont pas des accusations, ce sont des mensonges, des choses que les agents disent. On m'attaque parce que nous sommes dans une période de réélection de tous ces politiques-là. Ce sont des mensonges, a-t-il évoqué pour sa défense. Le premier tour de l'élection présidentielle est prévu en Centrafrique pour le 27 décembre, mais l'épidémie de coronavirus pose la question de l'organisation des élections dans les temps. Depuis plusieurs jours, Kouabangui, la rumeur d'une pétition à l'Assemblée nationale afin de prolonger le mandat du président Touadéra. Il ne s'agit pas d'une pétition, mais d'une initiative prise par plusieurs députés, selon le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il faut se préparer à un possible glissement du scrutin, explique Mathurin Dembélé. Les violences faites aux femmes sont un phénomène très préoccupant en Afrique du Sud et avec le confinement, le risque est de voir ces violences augmenter. Le gouvernement a adopté une série de mesures comme la mise en place d'une permanence téléphonique. Mais les associations de défense des droits des femmes s'inquiètent de la situation dans les foyers où de nombreuses victimes sont enfermées avec le bourreau. Dès la première semaine de confinement, les autorités ont reçu 2300 plaintes pour violences de genre, un chiffre 2 fois plus élevé que ce qu'elles enregistrent en moyenne par semaine depuis le début de l'année. C'est sur ces informations en dehors du Bénin que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. Gardez le replay www.rtv.bj. Bonne fête de Pâques à tous.